Bonjour, bienvenue sur le podcast Floraison. Je suis Lorenzo et vous écoutez la mini-série Penser la nature, écrite à partir de l'ouvrage La part sauvage du monde de Virginie Maris. Dans ce 4e et dernier épisode, nous allons parler de la défense de la part sauvage du monde. C'est, je pense, l'épisode le plus intéressant de la série, selon moi. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite vraiment à le faire pour commencer, sinon ça a peu d'intérêt. Dans cet épisode, on va analyser le dualisme et ses mécanismes afin de pouvoir penser la différence sans hiérarchie. Et puis, avant de conclure, on examinera les principales critiques qui sont adressées à la conservation. Voilà, bonne écoute. Alors, cherchons à comprendre le dualisme selon les modernes. Donc les réflexions précédentes sur le grand partage nous ont laissé dans une sorte de contradiction insoluble. D'une part, il est évident que le dualisme de la modernité n'est pas une voie satisfaisante pour penser notre rapport à la nature, et d'autre part, la grande absorption n'est pas la réponse appropriée. Alors que faire ? Virginie Maris souhaite réinvestir le concept de nature-altérité de façon dialectique, c'est-à-dire analyser les contradictions, plutôt que dualiste, deux sphères absolument étanches et hiérarchisées. L'enjeu est donc de réaffirmer la distinction entre la nature d'un côté et les affaires humaines de l'autre, tout en refusant le dualisme, c'est-à-dire la hiérarchie. Et si on veut réellement, véritablement échapper au dualisme, lutter contre ce mode de pensée, il nous faut tout d'abord le comprendre. Et Virginie Maris va chercher du côté de Val Plumwood, une philosophe et écoféministe australienne, qui a montré dans son travail comment le dualisme n'est pas une simple dichotomie, une séparation entre deux éléments, entre deux catégories, mais une transformation des catégories dichotomiques en outils d'oppression et d'aliénation. Et il y en a de toutes sortes, culture-nature, esprit-matière, masculin-féminin, etc. Parce que leur compréhension est essentielle et que je ne vois pas comment mieux les résumer, je vais reprendre ici telle quelle la description des 5 mécanismes du dualisme que fait Virginie Maris: le déni, l'exclusion radicale, l'incorporation, l'homogénéisation, l'instrumentalisation. Ces mécanismes ici sont limités au contexte de la protection de la nature-altérité, mais ils peuvent très bien être utilisés, déclinés pour penser d'autres dualismes. Premièrement, le déni. Le déni consiste à minorer, à ignorer, voire à nier l'existence de l'autre, ou certaines caractéristiques qui lui sont essentielles. Ce faisant, on oblitère les interdépendances et la réciprocité. C'est le processus typiquement à l'œuvre dans les discours de l'Anthropocène, qu'on a examiné plus tôt, qui nie l'existence d'une nature indépendante des humains, et toute notre réflexion jusqu'ici s'est attachée à dénoncer un tel déni. Ensuite, l'exclusion radicale. Ici, il s'agit de nier toute ressemblance, tout continuum possible entre les parties distinguées, pour s'assurer que le membre dominant n'ait absolument rien en commun avec le membre dominé. Une certaine conception des réserves intégrales, comme zone d'exclusion de toute activité humaine, quitte à devoir pour cela expulser des populations installées de longue date et vivant en bonne intelligence avec les autres espèces, est un exemple caractéristique de ce processus d'hyper-exclusion. La négation de la part sauvage qui subsiste y compris dans des milieux fortement anthropisés relèverait du même procédé. Nous verrons que l'on peut penser l'extériorité dans un registre qui ne cède pas à ce régime de stricte séparation.
Troisièmement, l'incorporation. Dans l'incorporation, le membre dominé est défini seulement relativement au membre dominant. On va dire la femme de, l'esclave de. On ne considère pas ses caractéristiques propres, mais uniquement ce qui le distingue, et le plus souvent ce qui lui manque par rapport à l'autre membre de la dichotomie. C'est justement ce qui se passe quand on définit la nature comme l'absence de culture, et c'est un écueil auquel nous n'avons pas complètement échappé jusque-là dans cette présentation. Il nous faudra donc investir la notion d'altérité, on verra ce que ça signifie, pour remplir la nature de ce qu'elle est, et ne pas seulement la définir par défaut de ce que nous sommes. Quatrième mécanisme du dualisme, c'est l'homogénéisation. C'est le procédé qui efface la diversité au sein du terme dominé. On dit par exemple les réfugiés, les étrangers, les femmes, comme si à l'intérieur de ces catégories, tous ou toutes étaient semblables. Ici encore, c'est un écueil qui plane sur le concept même de nature quand on l'utilise au singulier, et c'est pourquoi nous avons pris soin de faire référence aux entités naturelles, aux animaux non humains, aux êtres de nature, etc. Mais toutefois, un examen plus attentif de l'altérité de la nature nous permettra de préciser qu'elle est en fait le siège d'une multitude d'altérités. Et cinquième mécanisme, l'instrumentalisation. C'est l'instrumentalisation qui est évidemment le plus à l'œuvre dans la conception moderne de la nature comme simple moyen disponible pour des finalités humaines. Cette objectivation du monde non humain a été abondamment discutée et critiquée. Nous verrons comment la reconnaissance de l'autonomie de la nature peut servir de rempart à cette objectivation. Les attributs de la nature. En mettant en évidence ces mécanismes dualistes, Valplemoude montre qu'en fait, nous n'avons pas à abandonner les dichotomies, ni les différences, pour éviter le dualisme. Afin de penser la différence de la nature, de la part sauvage du monde, de façon non hiérarchique, et c'est tout notre défi, nous allons examiner ces trois attributs, l'extériorité, l'altérité et l'autonomie. Tout d'abord, l'extériorité. On l'a vu, l'absorption bureaucratique de la nature est une façon de lui nier toute extériorité aux affaires humaines par l'hypersurveillance et par la virtualisation. Plus rien ne serait extérieur. C'est contre ce déni que nous affirmons l'extériorité de la nature, ce qui nécessite de se donner des limites. Il convient pour cela de repenser la frontière entre nature et culture, non comme une dichotomie, mais comme une dialectique, c'est-à-dire un échange, un dialogue, une réflexivité. Ainsi, le sauvage n'est pas une toile de fond inerte, mais c'est l'autre face de notre humanité, avec laquelle nous partageons une longue histoire. Ici, c'est un sujet délicat à aborder, c'est le sujet des frontières, évidemment, puisque les frontières, c'est l'outil du repli sur soi, c'est l'outil de l'exclusion, c'est l'outil du privilège. Et quand les frontières c'est ça, on n'en veut pas, évidemment. Mais la frontière n'est pas systématiquement le mur. Elle peut être une zone d'échange, une zone de dialogue, où l'on se rencontre sans se perdre. Elle permet de reconnaître sa propre identité et l'altérité d'autrui. Pensez à la frontière entre la forêt et la prairie, entre la montagne et l'océan. Toutes ces frontières sont des frontières naturelles, elles existent et elles engendrent la diversité du vivant. Elles sont les gardiennes de la multiplicité. Les frontières culturelles, quand elles ne sont pas évidemment des parois étanches qui étouffent les populations, elles produisent et elles maintiennent une diversité des langues, des traditions, des organisations sociales. Contre un monde plat, un monde sans limite, qui plus est piloté par gouvernance mondiale, la part sauvage du monde instaure des plis, des enclaves, des refuges
et du relief. Repenser la distinction entre le monde humain et le monde sauvage, ce n'est pas en faire un mur infranchissable, mais un lieu d'échange et de différenciation, garantissant la souveraineté du monde sauvage en le protégeant de l'exploitation et de l'aliénation. Voilà comment l'extériorité, un des attributs de la nature, nous pousse à penser la frontière, les limites, les zones d'échange. Deuxième attribut de la nature, pour s'en sortir avec le dualisme, c'est l'altérité, qu'on pourrait mettre au pluriel, puisque après avoir entendu l'existence d'un monde hors de nous, voilà, il y a des choses extérieures à nous, l'extériorité, et ben on peut se demander de quoi est fait ce monde extérieur, et ce monde que nous n'avons pas créé. Et c'est ça la question de l'altérité, c'est son contenu. On a vu que l'absorption technique de la nature, en brouillant les frontières entre artifice et nature, entre artificiel et naturel, cette absorption nous rend aveugles à la véritable altérité qui caractérise le monde sauvage. Contre le dualisme et son quatrième principe, l'homogénéisation, donc un principe qui homogénise tout ce qui est autre, eh bien il nous faut penser les altérités du monde sauvage, non pas une, mais plusieurs, multiples. La nature se compose d'une multitude d'êtres, une multitude de mondes fragmentés et de perspectives diverses et singulières. Parler de la nature n'implique donc pas nécessairement d'en faire une substance indifférenciée. Elle devrait plutôt désigner un enchevêtrement de vie, de relations et de perspectives. Voilà, maintenant après ces attributs d'extériorité et d'altérité, il en manque un. Parce que si on reconnaît une nature extérieure et une multiplicité des mondes, c'est pas suffisant. Parce que le fait qu'ils existent, oui, au nom de quoi devrions-nous, après tout, respecter cette extériorité, ces altérités? C'est d'ailleurs ce qui se passe avec l'absorption économique de la nature, l'instrumentalisation du monde. On nie toute finalité propre de ces entités qui sont extérieures et multiples, afin de les asservir à nos propres fins, à nos propres finalités. Donc reconnaître l'autonomie comme attribut de la nature, c'est lutter contre l'absorption au sein de nos propres finalités. Ainsi, la nature, elle n'est pas à distinguer sur le mode de la carence, puisqu'on a vu que c'était un des mécanismes du dualisme. La nature, elle est autre, mais elle n'est pas moins. Elle est un royaume distinct de celui des humains. Elle est peuplée de sens et de finalités qui nous échappent. Alors maintenant, comment cette perspective peut se traduire politiquement ? C'est une vaste question, mais pour donner quelques idées, une piste de réflexion, par exemple par le respect de l'autonomie des communautés sauvages, de leur capacité à vivre, à relever leurs propres défis et à façonner leur communauté sans intervention extérieure. Penser politiquement notre relation aux animaux sauvages, c'est considérer cette relation non plus comme seulement un lien à des individus particuliers, mais vis-à-vis de communautés entières, ayant leur propre fonctionnement et réalisant des finalités qui nous échappent. La résilience, la diversité, la capacité à conserver leur identité à travers les changements, tout cela sont autant de marqueurs du caractère auto-organisé de ces communautés. Au-delà de l'autonomie individuelle des animaux sauvages, c'est donc aux communautés biotiques interspécifiques complexes tout entières que l'on devrait attribuer la souveraineté. Ce que le respect du sauvage n'est pas. Alors dans cette partie, on va voir ce que la protection n'est pas ou ce qu'elle ne devrait pas être. Et pour ça, on va avoir trois grandes accusations, trois grands groupes d'accusations qui sont formulés à l'encontre de la conservation et des politiques de conservation. On va voir si c'est fondé, sur quoi ça repose et les questions que ça soulève. Et dans ce cadre, le premier groupe d'accusations, ça va être sur le fixisme supposé de la conservation. Alors, est-ce que la conservation est fixiste ? En mettant la nature sous cloche, vous adoptez une vision fixiste du vivant. Vous tentez de maintenir les milieux dans un état de stabilité permanente et immuable,
est-ce que vous êtes contre l'évolution naturelle ? Alors pas du tout. Les pionniers de la conservation, d'ailleurs déjà à leur époque, la décrivaient dans un cadre résolument évolutif, dans lequel la biodiversité est tout à la fois le produit de l'évolution passée et le potentiel de l'évolution à venir. Pourtant, vous accordez de l'importance aux espèces en voie de disparition, et particulièrement aux grosses bêtes. Vous savez que l'évolution est faite d'extinction. Les grosses bêtes sont tout simplement mal adaptées. Que là voilà, il y a plusieurs questions en une. Il y a la question des grosses bêtes, en tout cas des espèces qui attirent l'attention, des mesures de protection, et puis la question de l'évolution, de la rapidité, de l'extinction. Donc, sur l'attention qu'attirent les grosses bêtes, donc c'est vrai que certaines, plus que d'autres, attirent les faveurs du public, et c'est vrai que ça pose des problèmes. Mais c'est difficile de faire autrement puisque il s'agit d'un enjeu social. C'est vrai que la question se pose. En revanche, protéger les espèces qui sont menacées par les activités humaines n'est pas du tout contradictoire avec la pensée évolutionniste. Bien au contraire, l'évolution nécessite un rythme, un temps long. Et le déclin actuel de la biodiversité se produit à une vitesse sans commune mesure avec les extinctions naturelles. La pensée évolutionniste, dans ces conditions, l'intensité et la rapidité des changements laissent très peu de chances aux espèces de s'adapter, et tout particulièrement les grosses bêtes, elles sont vulnérables. Et puis, protéger les grosses bêtes, est-ce que c'est tant une bêtise que ça ? Pas forcément, puisqu'elles ont souvent des rôles fonctionnels structurants. Quand on protège les grosses bêtes, de fait, vu qu'elles sont structurantes d'une communauté, ça va préserver les paysages et les écosystèmes en entier. Et puis, puisque toutes les espèces sont en interaction, on ne peut pas garantir la survie d'une population de grosses bêtes sans le maintien de son habitat, sans le maintien des proies, des ressources, etc. Donc, la protection de ces animaux contribuent au contraire au potentiel d'adaptation des communautés écologiques auxquelles elles appartiennent. Et puis beaucoup de grosses bêtes ont déjà disparu, ce serait triste d'en perdre encore plus. De toute façon, vos aires protégées sont inutiles face au réchauffement climatique. Les animaux et les plantes n'auront pas la possibilité d'y évoluer. Oui, tout à fait, c'est un problème. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? La fragmentation des milieux naturels, des ressources, elles sont pas toutes reliées entre elles. Ça limite les capacités d'adaptation, puisque les espèces ne peuvent pas facilement voyager d'un espace à l'autre, et le climat évolue très vite. Donc ça pose des gros problèmes, mais ça justifie certainement pas de les délaisser. Bien au contraire, il faut au contraire militer pour des espaces naturels plus grands, une meilleure connectivité entre eux, pour justement permettre aux populations de se déplacer et permettre aux animaux, aux espèces qui les peuplent de pouvoir évoluer dans le futur. Ensuite, deuxième groupe d'arguments, d'accusations qui sont lancés à l'encontre de la protection du sauvage, ce serait que la conservation c'est misanthrope, évidemment, détestation des humains. Si vous aimez la nature, c'est que vous détestez des humains. Voilà, c'est un discours qui en rappelle d'autres. Donc non, la valorisation du sauvage n'implique pas la dévalorisation de l'humain. Pourquoi faire ça ? Aimer la musique n'implique pas de détester la littérature, par exemple. C'est pas parce que les humains sont mauvais que nous voulons protéger la nature sauvage, mais tout simplement parce qu'elle est en train de disparaître. C'est parce que nous aimons la nature sauvage. Et avec elle disparaît la diversité du monde, ses potentialités, ses surprises. Une étude récente prévoit qu'au rythme actuel de destruction, il ne restera plus dans un siècle un seul espace de nature sauvage. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ok, alors pourquoi de nombreux défenseurs de la nature ont-ils vanté les mérites de la solitude ? C'est qu'ils devaient détester les humains ? Eh bien, parce que prendre de la distance, prendre du recul hors de la société, peut permettre de l'observer, de la critiquer radicalement, et c'est le plus souvent par souci des humains que les critiques de l'industrialisation et du consumérisme ont décrié que cette culture dévorait tout autant la planète que les ouvriers,
les femmes et les esclaves. C'est bien par un souci de la crise écologique et sociale à la fois, et en quoi les deux sont liés, intimement liés. Autre accusation, vous favorisez des politiques néo-malthusiennes, un contrôle démographique incompatible avec le respect des libertés fondamentales, c'est inadmissible. Alors en effet, le mouvement environnementaliste américain des années 70 était obnubilé par la question démographique. Bien sûr, le nœud du problème n'est pas tant le nombre d'humains que leur façon de vivre et de consommer. Les activités les plus destructrices de nature sauvage ne servent pas à construire des abris ou à donner accès à des terres pour une agriculture de subsistance, ça c'est clair. Ce sont plutôt les projets de plantation de palmiers à huile, les projets d'extraction de minerais, d'exploitation de nouvelles sources d'énergie fossile, etc. C'est-à-dire la civilisation industrielle. Après, certains égarements du mouvement écologiste américain des années 70, la question démographique, elle est passée pour de très bonnes raisons à l'arrière-plan des discours environnementalistes aujourd'hui. Cependant, les discours autoritaires, eugénistes ou xénophobes ne sont pas les seules façons de discuter de la taille de la population humaine, et on a besoin d'en discuter. La projection d'une société future émancipée ne peut pas esquiver la question des limites matérielles. Pour approfondir ce débat, il y a un chapitre intéressant d'un super livre qui s'appelle « La liberté dans un monde fragile » de José Ardillo, Audition l'échappée. Et il y a un chapitre en particulier qui s'appelle « Malthus et les libertaires ». Et si sa question vous intéresse, je vous invite à le consulter. Et par ailleurs, cette question du contrôle des naissances, elle n'est pas à évacuer si facilement puisque c'est un enjeu féministe. L'idéologie de la croissance se manifeste en partie par les injonctions de reproduction faites aux femmes et l'asservissement de leur ventre au projet de toute puissance des hommes. Et enfin, dernière accusation, la conservation, c'est néocolonial. On entend dire la conservation vient d'une vision particulière de la nature sauvage, issue de la société et de l'histoire américaine. Dans les faits, elle conduit à des politiques néocoloniales impérialistes qui dépossèdent les communautés locales de leurs terres pour créer des parcs nationaux. Donc ici encore, on voit qu'on ne peut pas traiter nature et liberté de façon indépendante. Il faut toujours les traiter ensemble, sinon on fait n'importe quoi. Et c'est vrai que au nom de la nature sauvage, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que cette idée elle est mauvaise en soi. C'est juste que il faut faire attention comment elle est déployée politiquement, comment on s'en sert. Et dans le cadre effectivement d'une société colonialiste patriarcale, il n'y a rien d'étonnant à ce que la conservation en présente les attributs. C'est d'ailleurs pas seulement vrai pour la conservation, ça l'est aussi pour d'autres sujets comme la santé, comme l'éducation, comme la justice. Et on doit admettre qu'il y a eu des torts irréversibles causés par certaines politiques de préservation, des torts que certaines populations ont subis, et ça doit sûrement pas être répété. Mais il faut aussi admettre que la cause n'était pas vraisemblablement le respect de la nature sauvage, mais c'était bien plus le non-respect flagrant des peuples et de leur autonomie. Voilà, c'est ça le cœur du problème, c'est de ne pas respecter l'autonomie de ces peuples. Et à ce titre, la préservation peut tout aussi bien servir de rempart pour protéger des cultures et des modes de vie qui sont eux aussi menacés par les multiples projets de destruction et d'exploitation de la civilisation industrielle. Voilà pour les accusations courantes, voilà pour les questions légitimes que tout cela soulève, et ce qui nous rappelle évidemment qu'il ne faut jamais traiter la question de la nature et de la liberté séparément, mais c'est pas pour ça qu'on doit abandonner le concept de nature sauvage, tout autant que celui de liberté. Bon, voilà, on arrive tout doucement à la fin, à la conclusion de cette mini-série. Maintenant, où et quand chercher la nature sauvage ? Tout d'abord, chercher la nature sauvage dans le temps. Si on remonte le temps, on peut se faire une idée de ce dont la nature est capable quand elle n'est pas aliénée à nos désirs, en termes de diversité et d'abondance. On estime par exemple que la part des humains dans la biomasse totale des mammifères était de 3% il y a 10 000 ans, contre 36% aujourd'hui, auxquels s'ajoutent 60% d'animaux domestiques,
ne laissant qu'un petit 4% pour les animaux sauvages. Donc ça, c'est incroyable, quoi. 4% seulement d'animaux sauvages pour les mammifères, 96% d'humains et d'animaux domestiques. Enfin, en gros, c'est bientôt ça n'existe plus. Donc de remettre dans le contexte historique, d'avoir de telles perspectives, parce que 10 000 ans à l'échelle, même à l'échelle de l'espèce humaine, c'est pas énorme. Donc de telles perspectives historiques représentent un antidote au syndrome de la référence glissante. Et puis on peut chercher la nature sauvage dans l'espace. Donc pas dans l'espace en dehors de la planète, mais dans l'espace sur Terre. Malgré les destructions et les pollutions, il reste encore sur Terre des territoires suffisamment peu influencés pour être qualifiés de sauvages, de zones de wilderness. Les études concernant ces espaces révèlent l'importance cruciale qu'il y a de les protéger pour préserver la diversité et le potentiel d'évolution du monde vivant. Dire qu'il n'y a plus de nature est une façon bien facile de se débarrasser de toute responsabilité à l'égard de ces régions, encore largement sauvages et menacées. Et quelques mots de fin. Pour terminer, l'autrice Virginie Maris rappelle l'arnaque que constitue la transition énergétique. Évidemment, réduire la crise environnementale aux simples problèmes climatiques et au solutionnisme technologique qui l'accompagne très souvent se fait bien évidemment au détriment de la nature sauvage. Les solutions, entre guillemets, technologiques, prônées pour lutter contre le réchauffement climatique, puisqu'elles ne s'opposent pas à la civilisation industrielle, nécessitent d'empirer la destruction de la nature. En outre, l'absence de contact avec la nature dans une population de plus en plus urbaine à l'échelle de la planète réduit les chances de résistance. Bien sûr, comment pourrait-on se mobiliser pour défendre une nature avec laquelle on n'a aucune relation ? Inventer des façons plus douces de cohabiter avec le vivant non humain est donc un enjeu essentiel. Cependant, comme on l'a vu, sans référence à une nature non contrainte par les influences humaines, il est impossible de se donner une idée du niveau de diversité et de densité que les milieux naturels peuvent contenir. Aujourd'hui, les aires protégées sont des refuges, mais si nous atteignons notre objectif, eh bien elles deviendront les sources du réensauvagement du monde. Maintenant, notre meilleur espoir est de tenter de prendre le point de vue de la nature, mais pas n'importe quelle nature, celui d'une nature libre, autonome, foisonnante, une nature qui nous rendra probablement peu service, dans laquelle nous nous sentirons peut-être vulnérables, peut-être malvenus, mais faudrait-il que l'on soit partout chez soi. Par ailleurs, respecter le sauvage, tel que nous l'avons envisagé, ce n'est pas s'abstenir de toute relation. Marcher, observer, accompagner, étudier, pister ou même imiter sont autant de façons d'interagir passivement avec la nature. Alors c'est dans des liens plus discrets, mais immensément satisfaisants et uniques. Quant à moi, j'ai une critique à faire à cet ouvrage. C'est son manque d'appel à confronter directement la civilisation industrielle en son cœur. Voilà, le manque de résistance. Même si j'ai mis l'emphase sur ça dans la mini-série, c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque un peu, ne serait-ce que dans la conclusion de l'ouvrage. Alors certes, c'est pas le sujet du livre. Le sujet, c'est effectivement plus une discussion philosophique, politique sur le partage nature-culture, sur les attributs de la nature sauvage, plutôt que sur des questions d'ordre purement stratégique. Mais ces questions sont très légèrement évoquées à la fin de toute façon, et quand on lit les dernières pages, moi perso, je suis frappé par la mollesse des perspectives de lutte, surtout au regard des idées puissantes qui sont soulevées pendant tout le livre, quoi. La nature sauvage, l'altérité, la part sauvage du monde, le réensauvagement du monde, c'était vraiment des idées puissantes. Et on a une défense des politiques de conservation très bien, mais en conclusion, Virginie Maris, elle nous dit, elle suit les traces de Morisot, et elle nous invite à lâcher prise, à s'affranchir du désir de contrôle, à faire preuve d'humilité. Alors, moi je veux bien, je comprends, lâcher prise, mais bon, lâcher prise face à la civilisation, non. Et c'est intéressant,
C'est intéressant, mais ça ne constitue pas une résistance politique. Être humble, lâcher prise, voilà, de mon point de vue, c'est pas à la hauteur du problème. Un mouvement doit s'organiser pour concrètement viser les infrastructures qui détruisent la planète et démanteler le système politico-économique qui en est responsable. C'est notre seule chance de sauver la nature sauvage. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est pas énormément présent dans le livre. C'est pas le sujet. Voilà, la question philosophique et politique de penser la différence sans la hiérarchie, c'est déjà énorme. Et en un petit livre accessible, voilà, c'est une belle déclaration d'amour pour la nature altérité, pour ses mystères, pour sa beauté. Et donc, le livre de Virginie Maris constitue une très belle référence. Et moi, voilà, ma partie préférée, c'est les mécanismes du dualisme et comment y répondre avec les attributs extériorité, altérité, autonomie. Donc, j'ai beaucoup puisé dans ce livre pour cette présentation, pour cette mini-série. J'espère que ça vous a plu. Et comme vous savez, j'ai beaucoup résumé. Alors, tout ce que j'espère, c'est que ça vous a donné envie de le lire et de vous y plonger par vous-même, d'étudier tout ça. Merci donc pour votre attention. Partagez ce podcast s'il vous a plu. À bientôt sur Floraison. Ni Dieu, ni maître, ni mari. Vive la liberté et vive l'anarchie.